Donc on rentre sur la phase d'insomnie avec là une première communication sur les récepteurs à orexine et ces nouveaux traitements qui vont cibler ces récepteurs à orexine. Et donc moi je m'appelle Pierre Geoffroy, je travaille à l'hôpital Bichat à Paris. Alors voici mes conflits d'intérêts. Et notamment, je le précise, je fais partie du board d'experts d'Idorsia France, qui produit la molécule actuellement commercialisée en France de double antagoniste des orexines. Et je participe avec d'autres industries pharmaceutiques qui aussi ont des traitements soit pharmacologiques, soit psychothérapeutiques dans l'insomnie. Alors vous le savez, l'insomnie, c'est quelque chose de très fréquent, hein. Quand on parle de plainte d'insomnie, on est sur la première pathologie psychiatrique qui touche la moitié de la population française. Si on va au niveau des patients qui ont ce retentissement diurne dont vous a parlé Marie-Pierre et dont on vous a aussi parlé ce matin, et qui se rapproche de la définition du trouble insomnie, eh bien on est à peu près autour de 10-15% de la population française. On sait que les femmes, malheureusement, sont plus affectées par l'insomnie que les hommes, pour diverses raisons, aussi d'ailleurs pour certaines hypothèses chronobiologiques avec une période un peu plus courte, et puis que cette pathologie augmente avec l'âge. Ce qu'on sait également, c'est que c'est une pathologie qui est une pathologie de pas toutes les nuits. Donc c'est au moins 3 nuits par semaine, ça vous rappelle une chanson d'Indochine qui dit autre chose, pendant au moins 3 mois. Symptômes nocturnes évidemment, hein, donc problème pour s'endormir ou de maintien ou un lever trop précoce. Et vous avez des symptômes diurnes, le retentissement. Comme toujours dans les pathologies du sommeil, c'est vraiment ce retentissement diurne qui va faire tout le pronostic de la maladie, toute la sévérité de la maladie. Et donc cette pathologie insomnie est vraiment reconceptualisée par les spécialistes de l'insomnie comme une pathologie des 24 heures. Et puis ça ne doit pas être expliqué par d'autres pathologies. Alors, on a un problème dans l'insomnie qui est que on ne diagnostique pas l'insomnie. Pour plein de raisons. Tout d'abord parce que finalement c'est une perception assez récente que c'est une maladie à part entière. Pendant très longtemps, on pensait que c'était un symptôme, c'était une dépression qui ne disait pas son nom, ou c'était des patients anxieux, etc., etc. Et donc c'était un symptôme finalement d'un trouble psychiatrique. Et ces insomniaques, finalement, ils prenaient un peu plus soin de leur santé mentale ou d'eux-mêmes, eh ben, ils dormiraient bien. C'est aussi associé à d'autres pathologies, hein, les troubles neurologiques, les pathologies cardiovasculaires, les diabètes de type 2, qui, lorsque ces pathologies sont présentes, eh ben, effacent complètement la pathologie insomnie, qui là aussi devient un des symptômes, une des dimensions de ces pathologies-là. Donc, on est passé du symptôme, et moi, il y a encore 10 ans, quand je travaillais sur l'insomnie, on m'invitait pour parler de l'insomnie dans le cadre des troubles de l'humeur, dans le cadre du trouble bipolaire, dans le cadre de la dépression. C'est assez récent finalement qu'on m'invite, des fois d'être dans les congrès d'autres spécialités, pour parler de l'insomnie comme d'une maladie à part entière. Donc vraiment ce shift, il est finalement assez récent dans les représentations, bien que ça fasse longtemps qu'on étudie l'insomnie comme une maladie à part entière. Un autre problème et challenge de ce diagnostic, c'est qu'en fait, c'est un diagnostic qui est fait cliniquement. Il n'y a pas de marqueur objectif actuellement, même si vous le savez, la polysomnographie est de plus en plus utilisée, notamment pour aller repérer les courts dormeurs. Vous savez qu'il y a des insomniaques qui ont objectivement un temps total de sommeil réduit, puis il y en a qui ont un mauvais sommeil. Est-ce que c'est une mauvaise perception ou est-ce que c'est une divergence? On essaie de parler de plus en plus de divergence entre ce que le patient perçoit de son sommeil et ce qu'on mesure objectivement. Mais chez les courts dormeurs, c'est eux qui vont avoir le très mauvais pronostic en termes cardiovasculaires et de mortalité. C'est ceux aussi qui vont être le plus résistants aux thérapies qu'on va proposer. Donc, il y aurait probablement un intérêt à quand même utiliser cette polysomnographie. N'empêche que le diagnostic est un diagnostic clinique. Et enfin, chez nos patients qui souffrent de plaintes d'insomnie et qui vont avoir ce trouble d'insomnie après qui va être confirmé, il n'y a que 15%, c'est des données françaises de Damien Léger. On a Marshall en Allemagne qui indiquait moins de 30%, donc vous voyez en Europe c'est à peu près les mêmes chiffres, qui vont aller demander de l'aide d'un spécialiste médical pour traiter leur insomnie. Ça, vous le savez aussi, c'est les parcours de soins auxquels on assiste tous, des patients qui vont aller voir hypnotiseur. J'ai même appris qu'il y avait un docteur dodo à Paris maintenant, qui est tout sauf docteur. Enfin,
les parcours avant d'arriver au médecin ils ont essayé la CBD, ils ont essayé le machin, machin. Enfin, bon, c'est assez incroyable. Seulement 15% de ces patients, malgré la grande prévalence. Une fois qu'on a réussi à diagnostiquer ces patients-là, eh bien, en plus, ils ne sont pas bien traités. Et là, je vais vous donner un exemple d'une étude américaine. Donc, avec les critères et le proxy qu'ils ont utilisé pour identifier l'insomnie dans leur large population, ils identifient environ 10% de troubles d'insomnie. J'aimerais vous rappeler que dans les patients qui souffrent d'insomnie, la vraie vie, c'est moins de 10% ont bénéficié de TCCI. D'accord ? Donc on entend souvent, oui, mais la TCCI, c'est pas accessible, on ne sait pas qui, etc. C'est complètement faux. À Paris, il y a plein de TCCI, il y a plein de psychologues qui font de la TCCI, il y a des groupes, il y a plein de centres, il y a le réseau Morphée. Enfin, la plupart des grandes villes, on ne peut pas dire ça. Et c'est comme tout, hein. Vous êtes, je sais pas, vous êtes médecin du sport ou rhumato, vous avez un patient qui a un problème d'épaule, vous appelez les kinés à côté de chez vous pour savoir quel kiné est spécialiste de l'épaule ou du genou, etc. Puis vous faites votre réseau de soins. Donc, en plus, il y a des choses qui sont organisées comme par le réseau Morphée ou par l'AF ou par la FATCC. Donc, c'est vraiment une catastrophe, c'est-à-dire que le traitement de première ligne recommandé par tous, qui en plus est efficace, puisque 70 à 80% des patients ressentent un bénéfice de la TCCI. Quand on parle de réponse, donc c'est 50% d'émission des symptômes, c'est 50%. Et quand on parle de rémission, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui se considère comme un bon dormeur, c'est 30%. Donc quand même, il y a une bonne partie de ces patients qui sont améliorés ou guéris par cette thérapie. Mais seulement 10% sont orientés. Et donc chez ceux, et c'était notamment les données de cette étude, qui souffrent de troubles d'insomnie, qui n'ont pas bénéficié de TCCI, la moitié d'entre eux ne sont pas traités. Alors, pour expliquer un peu de mécanismes et de molécules, je vais la faire très brève, mais vous allez voir que c'est très simple. On a globalement une machine à être éveillée avec des structures monoaminergiques centrales, avec un système aussi, système réticulé ascendant qui va innerver le cortex, et où on retrouve toutes les molécules monoaminergiques que vous connaissez, noradrénergine, sérotonine, histamine, GABA, on va y revenir un peu plus tard, dopamine, et puis les systèmes cholinergiques là, qui vont faciliter les transmissions monoaminergiques que je viens de vous présenter là. Ces structures, elles sont promotrices de l'éveil, de la vigilance. Okay, et on a une autre structure ici, dans l'hypothalamus latéral, qui va sécréter, on a les noyaux, les neurones à orexine, qui vont sécréter l'orexine, qui est aussi une neurohormone promotrice de l'éveil. Et quand on dort, eh ben, on a ces structures monoaminergiques qui sont inhibées par le noyau ventrolatéral préoptique qui sécrète du GABA, okay, qui va inhiber ces structures monoaminergiques. Et donc les activités GABA, c'est les benzodiazépines, c'est les Stinox, l'Imovan, qui ont une activité GABA-A. Donc vous voyez, on a ce système dit de bascule ou flip-flop pour être soit éveillé, soit endormi. Si vous êtes entre les deux, c'est pas normal. Mais normalement, donc, on a ce système de bascule permis donc, par deux processus, dont a parlé Sylvie ce midi, hein, qui était décrit par Boberly notamment, les rythmes circadiens et la pression de sommeil, qui permet la bascule. OK ? Et donc, en toute logique, eh ben, les molécules dont nous disposons pour traiter l'insomnie vont cibler ces différents centres que je viens de vous présenter là. On a des structures qui vont induire le sommeil en tapant au niveau GABAergique. La mélatonine, dont on n'a pas parlé là, mais qui va donc agir à la fois de manière chronobiologique sur l'entraînement des rythmes veille-sommeil, mais aussi avec des actions soporifiques pour diminuer la température centrale. Et puis on a des mécanismes qui vont inhiber les systèmes d'éveil. Donc les antidépresseurs sur la voie sérotoninergique, les antipsychotiques aussi sérotoninergiques dopaminergiques, les antihistamines sur la voie histaminergique et les antagonistes de l'orexine sur les noyaux à orexine. Okay, et donc je vais vous parler là de ces antagonistes de l'orexine. Il y en a 3 qui existent et un qui est commercialisé en France. Alors, l'orexine, il existe 2 peptides, peptides A et B. Ils sont tous les deux produits, comme je vous le disais, dans l'aire hypothalamique latérale. Et donc, il n'y a pas énormément de neurones. Et globalement, quand vous êtes éveillé, là, actuellement, j'espère pour tous,
eh ben, vous sécrétez de l'orexine. C'est une conséquence aussi du fait d'être éveillé. Et ils sont inactifs pendant le sommeil, donc paradoxal, et le sommeil non paradoxal, donc pendant les stades de sommeil. Ils sont nécessaires, et vous savez, il y a une maladie, c'est important d'en parler, je crois que là, je n'ai pas mis de vidéo parce que je n'avais pas le temps, mais quand vous avez un déficit de cette hormone d'orexine, eh ben, vous avez un défaut de maintien sur de longues périodes de votre éveil, et c'est une maladie qu'on appelle la narcolepsie. C'est aussi de là qu'est venue une partie de l'idée d'aller antagoniser cette voie orexinergique dans l'insomnie, qui serait en quelque sorte l'inverse de la narcolepsie, c'est-à-dire une pathologie où on a un hyper-éveil au cours de la journée. Je vais reparler de cet hyper-éveil juste après. Alors c'est important de vous dire que l'histoire elle n'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire que en fait les cibles de ces récepteurs orexine, ils sont sur plein de structures différentes dans le cerveau et ils vont certes participer à la vigilance, mais ils vont aussi participer à d'autres processus, notamment celui de régulation des émotions, sur la pression de sommeil, sur même l'entraînement des rythmes circadiens. Hein. Le système orexine et le système circadien est assez connecté, et Patrice pourrait vous en parler. Et aussi sur tout ce qui est balance énergétique. Il y en a qui vont parler de l'alimentation, de tout ça, etc. Et tout ça, vous avez évidemment raison. Alors l'insomnie, on a essayé de résumer avec Jean-Arthur et Julien, Léa et Clélia sur cette publication en français que je vous invite à lire, ce qu'on comprend finalement de cette maladie de l'hyper-éveil. Donc il y a les 3 P de Spielman que vous connaissez, où on a des facteurs prédisposants, c'est la génétique. Vous savez qu'il y a des familles malheureusement d'insomniaques. Donc vous naissez avec une susceptibilité à être insomniaque. Puis vont apparaître des facteurs précipitants, un traumatisme, un stress au travail, une infection, un Covid, etc., qui va faire exprimer cette insomnie, et donc on parle là d'insomnie aiguë. Et quand la maladie va s'installer, vous va avoir des facteurs qu'on appelle pérennisants, c'est le 3e P, ou perpétuants. Et plus la maladie avance, et plus ces facteurs perpétuants vont prendre de la place. Et donc, par exemple, ça va être des comportements. Le lit va devenir un champ de bataille. Vous allez rester dans votre lit, vous allez passer 14 heures au lit parce que quand même, il faut que j'ai au moins 6 heures de sommeil. Je dors pas, mais j'ai dormi. Et donc, vous désassociez le lit au sommeil et vous, du coup, renforcez votre insomnie, les pensées, les soucis, les inquiétudes. Si je ne dors pas 4h30, je ne vais pas être suffisamment en forme. Donc, paf, je balance un réveil lumineux au plafond et je vais compter les minutes. Mais ça vous aide de compter les minutes pour dormir? Non, mais si je n'ai pas dormi 4h30, je sais que je ne serai pas en forme. Eh oui, mais est-ce que vraiment avoir ce réveil lumineux au plafond, ça vous aide à... Et non, mais d'accord, et si on fait autrement, etc. Vous voyez? Donc, il va y avoir, c'est des petits exemples que je vous donne, mais c'est des cognitions qu'on appelle dysfonctionnelles, mais bon, les gens font comme ils peuvent, mais qui vont faire entrer le patient dans une sorte de cercle vicieux et qui vont aggraver les troubles. Et puis, il y a les émotions, l'anxiété, une anticipation à aller se coucher. Si je vais me coucher, je sais que je ne vais pas forcément bien dormir, je vais mettre 1 heure, 1h30, ça va être compliqué, etc. Bref, il y a un certain nombre d'émotions négatives qui, là aussi, vont nourrir ce cercle vicieux. Tout ça entraîne de manière physiologique une activation du système nerveux autonome, sympathique, mais pas sympathique du coup, en l'occurrence, et qui va être à l'origine d'une certaine forme de stress, et qui va du coup, sur la balance flip-flop que je vous ai présentée juste avant, va aggraver en fait l'éveil, l'hyperarousal, d'accord? Et les systèmes de sommeil ne seront pas suffisamment forts. Et typiquement dans la insomnie, vous savez, c'est ces patients aussi, par exemple, qui dorment 2-3 heures parce qu'ils sont hyper fatigués, ils sont KO, quoi. Ils sont crevés, ils dorment 2-3 heures, puis pouf, à 3 heures du mat, ils se réveillent. La petite bicyclette, elle se remet en marche et elle pédale. Pression de sommeil, processus homéostasique s'est effondré, pouf, le système d'éveil hyperarousal reprend le dessus. Donc il y a une instabilité de système flip-flop, comme je vous le disais. Et l'idée, du coup, c'est d'aller utiliser cette nouvelle voie orexinergique pour antagoniser et diminuer la vigilance. Hop. Donc l'idée qu'on en a, c'est que ce système, possiblement, pourrait aider à rééquilibrer l'instabilité du système flip-flop que je vous ai décrit et de diminuer l'hyper-éveil. Hyper-éveil qui peut être lié à plein de choses. Et ça, c'est des choses qu'on a très envie de regarder avec Jean-Arthur. Est-ce que c'est lié à de la régulation émotionnelle? Parce qu'on peut être... Voilà.
Est-ce que c'est lié à la régulation du stress? Est-ce que c'est lié à l'hyperarousal à cause des processus homéostasiques ou d'éveil qui sont déficients? Actuellement, dans l'insomnie, on n'a pas de réponse. Et probablement, en fait, qu'il y a l'insomnie, c'est très hétérogène comme population clinique. Et probablement qu'en fait, on a plusieurs types d'insomnie, plusieurs types de populations. Et à ce jour, on a du mal à dire les DORA sur quel type de population précisément elles pourraient être les plus intéressantes. Alors là, vous le savez, hein, en France, ce traitement de daridorexant a l'autorisation pour une prescription pendant 3 mois, a eu un avis favorable avec un SMR modéré, et la commission rappelle que ce traitement doit être administré après des mesures d'hygiène de sommeil et toujours après thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Ça, c'est hyper important de le rappeler, et encore une fois, la plupart du temps, c'est accessible. Donc je rappelle ces recommandations européennes auxquelles on a participé, qui doivent baser la pratique. On doit vraiment toujours faire de la TCCI. Et quand la TCCI elle peut être proposée et qu'elle n'a pas été efficace, à ce moment-là, on peut proposer des pharmacothérapies. Dans ces recommandations européennes, il y en a 2 que vous connaissez déjà, qui existaient déjà dans les anciennes recommandations européennes. C'est les benzos et les antidépresseurs, donc je ne rentre pas dans le détail. Les 2 nouvelles molécules qui sont apparues, c'est les antagonistes de l'orexine et la mélatonine. Antagonistes de l'orexine, niveau de preuve très élevé, pour une période allant jusqu'à 3 mois. Et il y a une étude de prolongation que je vais vous montrer juste après, qui peut être prolongée jusqu'à 12 mois et discutée au cas par cas. L'autre traitement, c'est la mélatonine chez les patients notamment qui ont plus de 55 ans, puisque vous savez que la glande pinéale devient un peu feignante en vieillissant. Et donc, il y a une idée de substitution par mélatonine, avec des effets qui sont modérés à élevés chez le sujet de plus de 55 ans et qui sont légers à modérés chez le sujet qui a moins de 55 ans. Et c'est une méta-analyse notamment qu'on a fait avec Julia Marwani. Voilà. Cette deuxième partie de slide est probablement aussi importante, voire plus importante. Les traitements qui sont non recommandés, les antihistaminiques, Atarax, Dodormil, tout ça, non recommandés, par manque de niveau de preuve et à cause d'effets secondaires et des problèmes de tolérance. Les antipsychotiques, là aussi, niveau de preuve très élevé, non recommandés. Pourquoi? Parce que la tolérance n'est pas bonne. Et là, pareil, on voit une explosion des prescriptions de kétiapine. On en parlait hier soir avec mes collègues. Je veux dire, voilà, dans les traitements de l'insomnie, vous vous auto-prescririez pas de la kétiapine. Donc ne le faites pas. La mélatonine à libération immédiate, c'est un traitement qui est utile pour la synchronisation de l'horloge, pour le jet lag, pour l'avance ou pour le retard de phase, mais qui n'a pas de niveau de preuve dans l'insomnie. Et plantes et phytothérapeutiques, là aussi, niveau de preuve très élevé pour dire qu'il n'y a pas de preuve et que ce n'est pas recommandé. Alors, vous voyez, on recommande en fait d'emblée ce daridorexant de le mettre à 50 mg, puisque vous voyez en fait un effet dose, c'est-à-dire ça marche mieux à 50 mg en rouge qu'à 25. Donc, commencer d'emblée à 50 mg, sauf si le patient a une insuffisance hépatique. Okay. Et on voit que ce 50 mg est efficace sur le temps d'éveil nocturne, sur la latence d'endormissement. Ça fait gagner environ 11 minutes sur la latence d'endormissement et c'est maintenu dans le temps à 3 mois, et environ 20 minutes pour les éveils nocturnes. Sur le temps total de sommeil subjectif, on a environ 20 minutes. Et la somnolence diurne, c'était une échelle évaluée par les patients. On a une amélioration de la somnolence diurne évaluée. Alors là, cette étude, je l'ai mis parce qu'elle est rigolote. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrête ici en rouge à 50 mg le daridorexant, on voit bien que ce n'est pas un rebond, c'est les symptômes qui reviennent. Le rebond, c'est une augmentation. On a ça par exemple avec les benzos, avec le Stinox. C'est des symptômes qui sont plus importants que ce que vous aviez avant quand vous arrêtez. Donc on a une réapparition des symptômes, vous reprenez le traitement et l'effet revient. Et ce qu'on montre, c'est que ici, à 1 an, on a un maintien de l'efficacité ici sur le temps total de sommeil chez les patients, et c'est quelque chose qui est observé sur les autres paramètres. C'est quelque chose qui est plutôt... La question après qu'on a, c'est, j'arrive sur mes dernières slides, c'est est-ce que du coup ça induit pas de la narcolepsie, quoi. Et donc globalement c'est plutôt bien toléré. Il y a une tolérance qui est comparable au placebo. Il n'y a pas eu de cataplexie ou de choses comme ça qui ont été observées dans ces études-là.
Après, à attendre de voir aussi ce que donnent les études de pharmacovigilance et ce que je vous disais, pas de rebond ou pas de symptômes de sevrage à l'arrêt de cette molécule. Là, c'est une étude de Yves Dauvilliers où je l'ai mis parce que c'est intéressant, ça permet de comparer un peu par rapport aux zolpidem, par rapport au Stilnox que vous connaissez. Ce qu'on voit, c'est que globalement, sur les éveils nocturnes, le Stilnox, c'est surtout sur le début de nuit, donc ça marche un peu moins bien que le daridorexant. Et vous voyez, par contre, sur la latence d'endormissement et sur le temps total des sommeils, on a des effets qui sont globalement comparables. Alors pour vous donner, mettre ça en perspective avec les autres traitements, il y a la méta-analyse de Yue qui est sortie dans Sleep Medicine Reviews, qui est le journal de revue le plus impacté dans notre communauté de médecine du sommeil. Alors faut aller dans le détail de ces différentes molécules, mais globalement ce qu'on observe, c'est que sur la latence d'endormissement, les DORA et la mélatonine ainsi que les Z-drugs ressortent significativement comme étant bénéfiques. Sur les éveils nocturnes, là, les DORA, les Z-drugs ressortent. La mélatonine, on voit par contre malheureusement sur le temps d'éveil nocturne marche moins bien, et c'est aussi ce qu'on retrouvait d'ailleurs dans notre méta-analyse. Et en termes de tolérance, là évidemment, c'est la mélatonine qui est le mieux tolérée, puis les DORA, puis les Z-drugs. Et à partir des Z-drugs, en fait, ça commence à être un peu moins bien toléré. Alors, là, une question qu'on nous pose de temps en temps et donc auquel on a voulu répondre avec Jean-Arthur et un pharmacien, Francesco Salvo, c'est la question du suicide et des idées suicidaires chez les patients qui bénéficient d'hypnotiques. Alors, on a eu l'idée d'aller regarder avec le paracétamol, parce que le paracétamol, vous savez que c'est un moyen pour se suicider, mais ça n'induit pas d'idées suicidaires. Donc on a regardé les idées suicidaires et les tentatives de suicide. Donc ce qu'on observe, c'est que globalement, les DORA, quelle que soit la molécule, c'est surtout des données en fait américaines, hein, et on a ces DORA depuis maintenant un certain nombre d'années aux États-Unis. On a une augmentation du risque léger, comparable aux Z-drugs, des idées suicidaires, qu'on n'a pas du tout avec le paracétamol. Sur les comportements suicidaires, on n'a quasiment pas de signal pour les DORA, donc ce n'est pas une molécule qui est trop utilisée pour tenter de se suicider. Sur les Z-drugs, on a un signal à 4,7, modéré, et qui est globalement du même niveau que le paracétamol, donc ces deux molécules, comme on le sait hélas, qui peuvent être utilisées. Alors, maintenant, je vais vous présenter, je finis avec ça rapidement avec quelques données en vie réelle pour voir ce que donne cette molécule sur les publications qui ont été sorties. Donc là, c'est dans l'insomnie. Donc globalement, on observe ici sur ce groupe un peu en vie réelle une diminution du score de 7 points, avec on retrouve une efficacité sur ce qui avait été montré dans l'étude clinique, à savoir le temps total de sommeil, la latence d'endormissement, les éveils nocturnes et l'efficience de sommeil. Dans les patients qui bénéficient d'apnée, qui ont un SAS traité par apnée, là aussi, c'est une question qu'on a souvent, on retrouve l'efficacité que le patient ait de la PPC ou pas de PPC. Okay, donc c'est intéressant. Et dans les autres facteurs, ils se sont intéressés pour voir est-ce qu'il y avait d'autres facteurs qui pouvaient prédire. Alors, visiblement, les femmes s'amélioraient mieux que les hommes, mais sinon, l'ethnicité, la durée de la maladie, l'âge, l'utilisation de benzo-GABA ou le nombre de thérapies qui ont été essayées en vent, tout ça n'était pas prédictif de la réponse au daridorexant en vie réelle. Alors l'usage des non-benzo-GABA A, donc le Stinox, par contre, visiblement, il y aurait un effet avec une diminution de la consommation. Alors là, plus intéressant peut-être pour nous psychiatres, pour ceux qui sont dans la salle, c'est la seule étude qui est sortie sur nos populations avec troubles psychiatriques. Ça a été fait par Laura Palladini. Et ce que montre Laura Palladini et ses collègues, c'est que, eh bien, on a une diminution à 1 mois et 3 mois des symptômes liés au sommeil, mais aussi une amélioration des symptômes psychiatriques, notamment de dépression, de manie et d'anxiété. Et un point aussi sur lequel elle souhaitait insister, c'est le fait que les traitements hypnotiques ont pu être diminués par l'adressage de cette dimension insomnie. Ça, c'est un message qu'on adresse souvent, que ce soit quand on montre des études de TCC de l'insomnie ou quand on montre des études de chimiothérapie de l'insomnie.
traiter la dimension insomnie chez nos patients psychiatriques permet aussi de diminuer les psychotropes et d'améliorer les symptômes de la maladie psychiatrique en elle-même. Et vous voyez, quand même, les patients, là, c'était beaucoup de patients en fait avec troubles bipolaires ou avec troubles unipolaires sévères, parce que à Pise, ils voient surtout ça. C'est un centre de référence de niveau 10. Ils sont marrants, ils ont 10 niveaux. Et ça passait de 57% à 36% pour les drogues sédatives, de 18% à 4% pour les antidépresseurs, et pour tout ce qui était les hypnotiques sédatifs, dont la kétiapine, etc., qui étaient en fait utilisées pour dormir, 75% à 39%. Donc quand même cliniquement assez significatif. Bon, et puis elle a regardé les facteurs prédictifs de réponse au daridorexant, et là encore, moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent de vraiment voilà, très très pertinent. Le fait que ça améliore les croyances dysfonctionnelles le premier mois, on retrouvait pareil au troisième mois, et le fait qu'il y ait une hyperactivation le soir était plutôt un facteur de mauvaise réponse. Mais bon, enfin, vous voyez, c'est pas très aidant pour l'instant, malheureusement. Alors en conclusion, vous voyez, la TCCI, donc ça reste le traitement de référence et de première ligne, hein, à face ou en numérique. Les solutions numériques apparaissent en France bientôt. Les voies d'action des traitements actuels disponibles, vous l'avez vu, elles sont soit en induisant le sommeil, avec des actions GABAergiques ou des effets spécifiques de la mélatonine, ou en inhibant les mécanismes d'éveil. Donc en inhibant les voies monoaminergiques ou cette voie orexine avec les nouveaux traitements. Ces nouveaux traitements, les premières données nous permettent de montrer qu'elles permettent une diminution du temps d'éveil nocturne et de la latence d'endormissement, qu'elles augmentent le temps total subjectif de sommeil, qu'elles entraînent moins de somnolence diurne et a priori sans effet résiduel le jour. Alors les quelques données de vie réelle qu'on a pour l'instant semblent indiquer une efficacité et une bonne tolérance, et à confirmer, je vous ai montré une étude dans les troubles psy, mais on a besoin de beaucoup plus d'études chez les patients avec troubles psychiatriques, notamment chez les patients avec dépression et troubles de l'humeur, mais aussi chez les patients avec apnée du sommeil, puisque comme vous l'avez vu dans le sympo juste avant, il y a beaucoup d'apnées croisées avec de l'insomnie, donc c'est aussi porteur d'espoir pour ces patients-là. Voilà, alors je voudrais remercier et puis ces difficultés pour le moment d'identifier des profils de répondeurs chez les patients. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on aimerait pouvoir identifier pour nous aider et nous guider dans notre pratique clinique et dans nos stratégies d'adaptation des différentes stratégies de l'insomnie. Pour l'instant, on n'a pas de profil de répondeurs, et c'est quelque chose sur lequel on aimerait vraiment travailler. Donc, je vous ai présenté des données aussi qui ont été faites en équipe, hein. Donc, l'équipe Sleep Command, on a changé de nom à Neurodhydro, l'équipe de Bichat et du centre Chronos. Et juste vous dire, on a développé cette année et déjà depuis l'année dernière un DU santé mentale et sommeil avec la plupart des cours en distanciel et 2 jours d'entraînement sur des cas cliniques concrets. Voilà, donc si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus aussi pour participer à cette formation. Voilà, merci beaucoup.